Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Coucou. Bonjour. Cette semaine, on va parler équipe de France et la liste des 480 joueurs présélectionnés par Jacques Brunel pour la Coupe du Monde. On se demandera à quoi elle rime, cette liste de 65 joueurs en vrai. Puis on passera à Clermont avec sa victoire en finale de Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe, comme n'aime pas qu'on dise Éric de Cromière. On va se demander si Clermont a déjà réussi sa saison. Puis on dira peut-être même un petit mot des Saracens qui ont gagné la grande Coupe d'Europe et qui ont impressionné Clément. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Laurent Campistran, salut Lolo. Salut. Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Et Arnaud Requena, salut Arnaud. Bonjour Christelle. Voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Le sélectionneur Jacques Brunel a fait une vidéo publiée sur le site internet de la FFR, juste avant Cannes. C'est une sorte de petit court-métrage dans laquelle il a remonté comme une pendule, on dirait le John McClane. Après, je ne sais pas si c'est une référence de vieux, John McClane ou pas. Il faut plutôt donner dans le Jon Snow maintenant, avec Japan is coming. Voilà, ça c'est fait. Dans cette vidéo, Jacques Brunel explique que 65 joueurs pourront éventuellement aller au Japon pour disputer la Coupe du Monde, celle de dans 4 mois, celle pour laquelle les autres équipes sont en train d'annoncer des prélistes de 40 plutôt. Donc c'est quoi cette histoire de 65 joueurs, Lolo ? C'est pas vraiment une préliste. Préliste, il y a des noms. Je crois qu'il n'a pas donné de nom, Brunel. C'est sorti. C'est Midi Olympique qui a sorti une liste de 65 noms dans le journal ce matin. 65, ouais, je sais pas. Pour moi, ça rime pas à grand-chose parce que la vraie liste, ça sera la liste des 37 qui tombera le 18 juin prochain. L'événement, il se situera là. Là, effectivement, on apprend que des joueurs ne seront pas sélectionnés, déjà en Trinduc, Plisson, Lamra, Grosso, des joueurs qu'on pourrait attendre dans cette liste-là. Il y a aussi quelques noms surprenants, des joueurs qui sont mis en valeur ces derniers temps, comme Movaka à Toulouse, par exemple, qu'on n'attendait pas forcément dans cette liste-là. Après, voilà, je ne sais pas trop si c'est vraiment un événement, je ne pense pas. Ouais, ça en est un quand même, parce qu'on est à combien ? On est à 4 mois du lancement de la Coupe du Monde. Donc quand j'allais dire le sélectionneur annonce, non, encore une fois, c'est pas une annonce du sélectionneur, c'est une liste publiée par le Midi Olympique, mais quand cette liste sort, forcément, elle est riche malgré tout de quelques enseignements. Après, effectivement, la première remarque, c'est la question de la logique. Ça me rappelle une de l'équipe sur le foot, et on joue à 12 ou à 13, non, c'était combien ? Là, j'ai envie de dire, et on joue à combien ? On joue à 18, à 20, à 22, parce que, tu l'as dit Christelle, normalement, à cette époque de l'année avant une Coupe du Monde, on a des certitudes, on sait où on va, et on resserre petit à petit le groupe. Les Gallois, les Écossais, les Blacks ont tous publié des listes de 40. Voilà, nous, à un mois de la liste des 37, il y a cette liste-là qui sort, et qui ne sort pas de manière anodine. C'est, je pense, quand même une communication qui est relativement bien orchestrée par la fédération. Alors voilà, moi j'y vois deux lectures. Un, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, ça rajoute au flou ambiant, etc., etc. Deux, ça peut avoir un intérêt, et c'était un peu le sens du message de Brunel dans sa vidéo sur la Fédé, c'est de remettre tout le monde sous pression, de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a aucune place réservée dans l'avion pour Tokyo, que tout le monde doit se bouger les fesses. Maintenant, pour certains, il reste que 2 matchs, quoi. Les Toulonnais, par exemple, les Bordelais, a priori. Il reste que 2 matchs de saison régulière, donc c'est tard pour se bouger les fesses et pour essayer de prouver quelque chose aux sélectionneurs dans ce laps de temps. Arnaud, toi, 65 joueurs, ça te dit quoi ? Non, je ne dis pas que c'est n'importe quoi. Ça fait des années que l'équipe de France ne fonctionne pas. Qu'on y mette qui on veut, ça ne marche pas, on ne gagne pas de matchs, donc pourquoi pas. 65, c'est jamais plus que 15 que les 50 qu'on doit donner obligatoirement à Rugby World Cup, parce que les autres nations qui en annoncent 40-42 aussi doivent en donner 50, sauf qu'ils ne les publient pas. Et si j'écoute ce que dit Laurent au micro, mais tout à l'heure on en parlait aussi, en fait, on voudrait voir Macalou, machin, truc, il faudrait 80 noms, quoi.
Alors là, c'est le comble du ridicule. Après, c'est comme dit Clément, les choix, ils sont faits quelque part avec deux. Moi, j'y vois un truc important, c'est pour un joueur comme Olivon. Olivon, tu sais qu'il a le niveau international, il a été bon en équipe de France, il n'a pas joué depuis 2 ans quasiment, il rejoue maintenant. Lui, de savoir qu'il est dans cette liste, et de se dire, ça sent bon. Après, les Lamora, tout ça, eux, ça sent très mauvais, ils y seront pas, ils sont prévenus aussi quelque part. Mais là, je pense que dans les 65, je ne veux pas de mal à Nance du coin, hein, que j'ai vu de mes yeux en Afrique du Sud en équipe de France, bon. Tu lui veux pas de mal, heureusement. Non, mais bon, à un moment, de toute façon, on se demande si on part avec un staff qui sera 58, alors pourquoi pas 65 joueurs? Non, mais on est nul. Donc, étant nul, on se donne les moyens, pourquoi pas? Si effectivement on fait une préparation physique qui sera ça et ça, et que Requena il satisfait au truc, Bonnet elle passe pas, il vaut mieux le savoir à l'avance, quoi. Pourquoi c'est pas l'inverse? Ou l'inverse. Et, parce que Bonnet est très affûté. Ouais, Bonnet est très affûté. Et il vaut mieux le savoir à l'avance. Après, ça, il y a des voilà, ça met fin aussi, par exemple, à Julien Marchand, qui s'est fait les croisés pendant le tournoi, il n'est pas dans la liste, il ne fera pas la Coupe du Monde, ce qui est bien dommage. Du coup, ça gratte de partout pour trouver des talonneurs là, derrière. Oui, ça fait partie des postes où il y a a moins de monde qu'à la mêlée, par exemple. Voilà, qu'à la mêlée. Où on a quand même, dans le lot, je ne vois pas Gareth Edwards, ni George Gregan. Hein. Après... Donc, on a beaucoup parce qu'on est moyen aussi. Après, est-ce que c'est pas une manière pour Brunel d'anticiper un peu l'effet de surprise du 18 juin? C'est-à-dire qu'il y aura forcément 3, 4, 5... Il y a toujours des énormes surprises. Des profils surprenants auxquels on ne s'attendait pas, que ce soit des très nouveaux, type Movaca, pourquoi pas? Est-ce que Movaca ne sera pas le 3e talonneur de la liste le 18 juin, par exemple? Type François Cross, le 3e ligne de Toulouse, j'en sais rien. Ou d'autres qui reviennent, qui sont internationaux, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui reviennent en pleine bourre. On pense tous évidemment à Sofiane Guitoun qui marche sur l'eau avec Toulouse, à Vakatawa qui est le meilleur marqueur d'essai du top 14 avec le Racing. Voilà, c'est peut-être une manière, en publiant cette liste-là à 1 mois et demi de la vraie liste, à un peu plus d'1 mois de la vraie liste, d'anticiper un peu cet effet de surprise, quoi. Et puis d'envoyer, comme tu le dis, certains messages à certains joueurs, quoi. Olivon, sois sérieux, fais attention à ta santé, machin. C'est bon, on t'a vu. Guitoun, pareil, on t'a vu. T'es de nouveau dans les petits papiers. Guitoun, il avait été blessé très longtemps aussi. Donc c'est peut-être aussi. Mais cette communication-là, elle peut aussi se faire de manière informelle, en appelant directement, enfin de manière non publique, je veux dire, en appelant directement les joueurs, en disant voilà, on te suit, machin, truc. C'est juste le timing de cette publication que je trouve un peu déroutant, quoi. Après, je pense qu'il y a 4 ans, il y a 8 ans, il existait la même chose. Sauf que c'était du... Voilà, j'écrivais à un joueur, à un autre, personne ne le savait, à part le staff et le joueur. Mais, c'est ça. Tu es obligé de t'appuyer. De toute façon, pour donner 50 noms, il faut bien en avoir plus. Tu es obligé de donner 50 noms à... Oui, pour précision, on donne 50 noms parce qu'il faut préparer toutes les accréditations, parce qu'en cours de compétition, si un tel est rappelé, voilà, il faut que tout soit réglé, des histoires de passeport, de machin, de visa, de trucs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut donner 50 noms à l'organisateur. Mais alors, on n'aura plus la surprise, on n'aura pas 2003. Christelle, tu faisais référence aux vieux, alors là, je vais pas t'en parler de vieux. Brian Liebenberg, il n'y avait que ses parents qui le connaissaient quand il était arrivé. Et Clément Dossin, parce qu'il est de Grenoble, ils étaient 4 au stade. Brian Liebenberg, personne ne l'avait vu arriver. Raphaël Lacafia en 2011, personne ne le connaissait. Ils ont disputé la Coupe du Monde. À chaque fois, il y a des surprises. Ouais, Pascal Chibanda. Ah non, pardon. Ouais, c'est ça. C'est l'effet Chibanda. C'est le foot, ça. Ouais. Ah bon et ça, il y a toujours eu des... 2015, je ne me rappelle plus qui y avait eu. Mais il y en avait eu aussi, forcément. Il y en a eu forcément à chaque fois. En 99, c'était Marlu. C'était des mecs qui sortent de... Voilà, qui font... qu'on suit en loose day, on ne le sait pas, mais là, on le sait. Il y a les noms des gens, quoi. Oui, voilà, c'est par exemple très surprenant de voir le nom de Quentin Lespio, talonneur de Pau, excellent joueur au demeurant. C'est pas celui qui me surprend le plus. Mais qui est-ce qui te surprend étonnant de le voir, là. Il y a 7 joueurs, je les ai comptés, il y a 7 joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés en équipe de France. C'est pas rien quand même. C'est un dixième de cette liste. Ce sont des types qui potentiellement vont débarquer à la Coupe du Monde en étant de parfaits débutants et en découvrant le niveau international. Après, sur une liste de 65, c'est pas forcément très étonnant. Hein. Non plus. Mais il faut bien trouver 65 joueurs. Hein.
Après, tu parlais d'anticiper que cette liste était peut-être là aussi pour anticiper d'éventuelles surprises. Ça peut être aussi pour atténuer de futures déceptions, quoi. De dire au mec, ok, on vous prend pas, mais vous étiez quand même tout prêt. La preuve, on vous suivait depuis un petit moment. Oui, mais tu peux avoir l'effet contraire. Dire, ouais, j'ai été pas loin, mais mon nom est sorti, mais j'ai pas gagné au loto, quoi. Ouais. Après, au talonnage, je me disais là, franchement, Julien Marchand, qui avait quand même marqué beaucoup de points, et qui est un bon joueur, très bon joueur, ça change tout parce que tu te retrouves avec Guirado, il a plus de vraie doublure. Chat. Ouais, non, mais. Oui. Chat en Coupe du Monde au lancer, super. C'est pas le championnat du monde des lancers. Tu l'aimes plus ou moins que du coup un chat? Non, c'est pas une histoire de l'aimer. Moi, je les aime bien les deux. Moi, c'est pas un souci. Moi, je suis pas là pour les aimer. C'est pour que l'équipe de France elle gagne enfin, qu'on soit un peu moins ridicule. Donc, tu te tournes vers Rivaldi, qui est un bon talonneur, très bon talonneur, mais qui a 28-29. Bon, mais t'as passé Ménadier, l'autre de Pélissier, tu les as vus. Il faut gratter les talonneurs. Le petit de Pau, Quentin Espio, je l'ai vu jouer 2 ou 3 fois, c'est un bon joueur. Bien sûr, c'est un bon joueur. Mais être un bon joueur là et passer le gap, je sais pas. Il y a Étienne Fourcade à Grenoble, super talonneur, même profil. Émeric Setiano, je suis surpris de trouver son nom là. Moi aussi. Dans un genre de pilier, j'aurais pris plus facilement Jean-Baptiste Gros, mais sauf que Jean-Baptiste Gros, il a 19 ans. Voilà, après c'est aussi... Il y a une question autour de la patte ou de la touche Galtier dans cette liste-là. Si tant est qu'il ait eu une influence, je n'en sais rien. On n'a pas d'infos là-dessus. On sait qu'il était absent du premier rassemblement du staff la semaine dernière, depuis, ce qui est quand même étonnant d'ailleurs, parce qu'il ne soit pas présent pour la première réunion depuis son intronisation comme adjoint de Brunel. Mais voilà, est-ce que on sait, on l'a écrit, on l'a dit, que lui est davantage tourné vers un jeu de mouvement, etc. Et donc il y a des profils de joueurs qui peuvent correspondre davantage à son style. Est-ce que la présence de Olivon dont tu as parlé, Arnaud, est-ce que la présence de Guitoun, de Vakatabois sur cette liste sont une conséquence de son arrivée? Je ne sais pas, je pose juste la question, je n'ai pas d'élément de réponse, mais c'est possible. Carbonel peut-être aussi. On imagine que Jacques Brunel a dû lui poser la question, le sonder pour savoir un petit peu si vous voyez d'autres joueurs capables, susceptibles en tout cas d'intégrer la liste. Arnaud, il parlait des talonneurs, les ouvreurs, c'est intéressant aussi. Beaucoup de jeunesse à l'ouverture. Ouvreurs, alors, sont dans la liste des 65, Anthony Bello, Louis Carbonel, Camille Lopez, Mathieu Jalibert et Romain Ntamak. Ça veut dire qu'il y a 4 très jeunes joueurs. Jalibert, Carbonel... Lopez, il doit avoir 7 ou 8 ans de plus que les autres. Ntamak et Bello. Ça fait 4 très jeunes ouvreurs. Ouais, mais combien en aura-t-il dans la liste des 37? Je pense que comme tu as au moins 2 ou 3 joueurs qui peuvent doubler en 9-10, donc il y aura sûrement Lopez avec un jeune. À Lopez, je n'y mettrais pas le salaire de Christelle Bonnet. Tu risquerais beaucoup. Je comprends que tu n'oses pas. Après, j'observe que dans cette liste, il n'y a que 2 numéros 8 de métier, quand même. Picamol et Olivon. Sachant que tu en as certains qui peuvent doubler, mais on a vu que Sanconi, c'était pas forcément très brillant. Aldrit peut jouer. Gourdon. Ouais, c'est les 3 qui peuvent doubler. Ouais. Au-delà des joueurs, le ton un peu de cette vidéo, je sais pas, vous l'avez tous vu ou non, je l'ai trouvé étonnante vraiment. Avec on a l'impression que Brunel se replace au centre du jeu en disant clairement. Moi je. Clairement, il y a, je sais pas s'il a été média trainé. Mais très clairement, on sent qu'il veut réaffirmer son autorité. Ça a été en 2 temps. Il y a d'abord eu l'interview où il annonce qu'il a décidé d'appeler Fabien Galtier. Bon, on sait que les circonstances sont un peu différentes. On lui a un peu imposé. Et puis, il y a cette vidéo-là où il prend pas de gants et notamment où il prévient que voilà, la sélection sera drastique, qu'elle se fera notamment beaucoup sur des critères physiques, qu'il faudra répondre à un cahier des charges physiques et que lui, à cet instant de sa carrière, il en a rien à faire. Plus rien à faire des conséquences. Je sais plus, je crois que la phrase qu'il emploie, c'est « je n'ai aucune amitié et aucune relation à entretenir ». Sous-entendu pour l'avenir, pas de gestion de carrière, pas d'amitié. Collaboration, vouloir continuer coûte que coûte. Voilà, donc c'est un discours très, très, je ne vais pas dire martial, c'est un peu exagéré, mais très volontariste. Très volontariste. Et je veux...
Notamment, il dit que personne n'est protégé, en fait. Ouais. Et c'est pour moi le sens de cette liste, c'est ça, c'est que personne n'est protégé. C'est un virage à 180 degrés par rapport à Laurent, il était avec moi assez régulièrement pendant le tournoi où il protégeait, il sortait les rames à chaque fois, il protégeait et il se couvrait de ridicule. Et Jacques Brunel est quand même un type assez largement intelligent pour savoir qu'il se couvrait de ridicule et que ça le faisait pas rire, une fois qu'il quittait la tribune, d'être passé pour un couillon. Et là, effectivement, mais ils font tout ça, les sélectionneurs, avant la Coupe du Monde. Ils savent que c'est fini, donc ils deviennent d'autres hommes. Il y avait Marc Lévremont, il avait jeté la goupille très loin, il était parti à l'opposé. Et non, ils font tout ça, quoi. Ils savent que derrière, c'est fini. Donc c'est Attila. Hein. Ouais, tu passes, il est passé quand même pour un baltringue. Puis il a perdu des matchs contre le Fidji à domicile. Enfin, bon, c'est impensable. Et là, il s'est dit, moi, qu'est-ce qui peut lui arriver là ? Perdre un peu plus ? Non, mais je trouve qu'il replace justement les joueurs devant leurs responsabilités, Oui. parce qu'il y a un moment, il a perdu contre les Fidji, enfin, il n'était pas sur le terrain non plus. Ouais. Et là, je trouve que vraiment, d'ailleurs, il prévient que que c'est une liste, je crois, il dit que c'est éventuellement pour aller au Japon. Il y a rien de gagné pour personne. Ça a l'air très, très strict. Il y a des objectifs clairs fixés. Si ces objectifs-là ne sont pas remplis, c'est non. Ce qui est étonnant, ce qu'on comprend, c'est que même la liste des 31, qui a a priori un caractère définitif, elle peut encore évoluer. Il laisse la porte ouverte à s'il y a de la méforme pendant la prépa ou des mecs, même pendant les matchs de préparation qui... Bon, je sais pas, il faudra faire attention à pas créer non plus trop d'incertitudes pour tout le monde et à ce que les choses soient à peu près claires, à ce qu'il y ait une hiérarchie aussi qui se dessine au sein du groupe. Si tu te donnes 37, si tu as 37 noms, il a obtenu d'avoir 37 joueurs. À mon avis, bon, on dit qu'il va faire 31 plus 6. Oui, ce sera annoncé clairement. Clairement. Ils vont faire les 37 vont faire la même préparation. Oui. Donc s'il y a des types qui se révèlent, ça changera pas au moins de la dernière fois, quoi. Mais après, au moins, ça a un avantage, la liste, pas le contenu, mais la publication. Là, depuis 15 jours, 3 semaines, on est partout, les premiers, les médias, dans Galtier, l'homme providentiel. Au moins, on va arrêter de parler de ça, quoi. On est nuls. De chez nul. S'il ne l'a pas dit 12 fois depuis le début. Déjà entendu ça. Partout où je vais, on dit l'équipe de France, elle est nulle. Oui, ok. Et elle ne va pas gagner la Coupe du Monde. Hein. Ah bon ? Elle ne va pas gagner la Coupe du Monde cette année. Et là, tu paries le salaire de Christelle Bonnet ? Non, mais quand Bernard Laporte, qui est quand même président de la FFR, qui connaît le rugby et qui, a priori, est plutôt à favoriser son équipe de France, a dit on aura réussi la Coupe du Monde si on se qualifie pour l'écart. Ça veut dire qu'au fond de lui, il n'y croit pas. Hein. Donc, il n'y a personne qui y croit. Hein. Non, mais si. Là, ça fait 15 jours, 3 semaines. Je lis, j'entends. À part Olivier Magne, que j'ai entendu dire l'autre jour, c'est systémique. Oui, c'est systémique. Oui, c'est l'homme providentiel pour aller en quart de finale. C'est ça qu'on dit. Il le sera si la France franchit le premier tour. Mais sinon, avant, on ne peut pas dire que c'est l'homme providentiel. On ne sait pas. Ah non, mais moi, ce que je comprends, c'est ça. Partout, les gens que tu vois, ah oui, mais ça va changer. Ah oui, ça va changer quoi ? Avec quel joueur ? Et c'est quoi le physique, là ? Il faut qu'on fasse tous 200 kilos ou il faut tous qu'on court le 100 mètres en 10 secondes ? C'est plutôt la deuxième option. Et puis, il faut qu'on court tous le 100 mètres en 10 secondes et 10 fois d'affilée. Je ne sais pas, Christelle, si tu le sais, toi, je ne sais pas. Moi. Si, mais c'est plutôt... Moi, je ne peux rien dire. Je suis une tombe. Si on parlait plutôt de gens qui gagnent, maintenant, en fait. Vendredi soir, l'ASM a remporté son 3e challenge européen, 36-16 contre La Rochelle, avec des 3 quarts clermontois qui ont fait du 3-quarisme clermontois, mais aussi avec un pack digne des plus grandes heures du monstre à ses pattes, on peut dire, des années de paparougerie. C'était un match plutôt très agréable à regarder pour une finale de challenge, je pense, avec beaucoup d'émotions, côté auvergnat, de joie, de hargne un peu, et puis quelques larmes aussi qui touchaient les cœurs de Barba Papa. On se rappelle qu'il y a un an, il y a eu un moment où l'ASM a serré les fesses en regardant vers la place de barrage Méduba, avec une saison cauchemardesque. Ils avaient terminé 9e, avec 11 victoires. Là, 2 journées de la fin, ça va beaucoup mieux. Ils ont le challenge dans la musette. En top 14, la qualif direct pour la demi-finale est acquise. Arnaud, est-ce qu'on peut dire que Clermont a déjà réussi sa saison, du coup ? Non. Je savais. Mais par rapport à la saison dernière, oui, ils sont complètement passés à côté. Mais quand on gagne 3... Je vais être volontairement provocateur, ça, c'est ce qui m'arrive rarement. Quand on gagne 3 fois la challenge européenne, ça veut dire qu'au moins 3 fois, on ne s'est pas qualifié en Coupe d'Europe, avec les grands. Donc, voilà.
Et non, on n'a pas réussi sa saison. Enfin, parce que pour le coup, les Clermontois, depuis... Bon, l'année dernière, ils sont plantés, mais depuis 2-3 ans, ils affirment, voilà, on vise le titre de champion, on va être champion, c'est plus on se cache. Là, et clairement, on vise le titre. Alors, évidemment, s'il va en finale et qu'il perd, on ne pourra pas dire que la saison est complètement ratée, surtout par rapport à l'année dernière. Mais eux, ils sont là pour le titre. Par contre, ça peut leur apporter cette victoire en challenge européen, surtout face à un club français qui peuvent éventuellement retrouver. C'est un apport, comment dire, mental, de se dire, bon, voilà, on avance, on a fait jouer, par exemple, Alex Lapendry, qui est un très bon joueur, mais qui est le 5e ou 6e, 3e ligne. On gagne des matchs, on peut changer les joueurs, on gagne, on continue à gagner, ça oui. Mais dire que la saison est réussie parce qu'ils ont gagné le challenge européen, donc comme disait fort justement Aurélien Bouisset, un quart d'heure après la fin du match, tu ne te souviens jamais du nom du vainqueur. Alors, un an après, je ne te dis pas, Gloucester, Cardiff de l'année dernière. Je me suis marqué au creux de la main. Non, il n'a pas réussi. Ou alors, il l'a réussi avant ce match, quoi. Il a réussi la saison en ne se plantant pas au départ et en ayant un rythme constant, quoi. Puis surtout de changer des joueurs. Blessés, pas blessés, sélectionnés. Ils ont eu 1323 sélectionnés, plus que les 65, là. Ils ont continué à avancer, et ça oui. Mais clairement, moi, je trouve qu'il y a un changement là depuis 2 ans, c'est qu'ils sont plus percutants dans la... Ils disent pas on va marcher sur le Stade de France, ramener le Brennus. Mais on sent que c'est que le deuxième titre, il a fait plus que le premier, je pense. Le premier, il a débloqué le compteur, tout ça. Voilà, on n'est plus des losers, des machins, ce qu'a encore dit de Cromier arrière. Mais le deuxième titre, 7 ans après, 7 ans, c'est pas 100 ans. C'est dire, ah ouais, mais on est déjà à 2, on peut garnir la vitrine, quoi. Moi, contrairement à Arnaud, je pense que la saison, elle est d'ores et déjà réussie. Et évidemment, s'ils en prennent 40 en demi-finale contre je ne sais qui, voilà, vous ressortirez la bande. Mais non, je pense qu'elle est réussie. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, en fait, l'émotion démontrée par les Clermontois samedi soir va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils reviennent de tellement loin que d'avoir gagné ce titre, quoi qu'on pense de cette petite Coupe d'Europe, entre guillemets, attention, effectivement, c'est pas. Je lisais que c'était un parallèle avec la Ligue Europa. Voilà, c'est ridicule. C'est dire que c'est ridicule. Rappelons que n'importe quel club promu en top 14 joue cette Coupe d'Europe. Donc il faut raison garder. Elle n'est pas sélective du tout. Tout le monde la joue. Donc après, ceci étant dit, en phase finale, on retrouve quand même des clubs anglais de second plan, mais qui sont costauds. Donc je pense que ce titre a une vraie valeur, qu'ils l'ont considéré comme tel, et surtout que c'est pour eux, c'est la rédemption, quoi. C'est le début de la rédemption par rapport à la saison dernière, où ils en ont bavé à tout point de vue, les résultats, les blessures, etc., etc. Et je pense qu'on a peut-être même, nous, de l'extérieur, pas mesuré à quel point cette saison avait été difficile. Et de faire de ce challenge un objectif, de le dire dès le début de la saison... Ça, oui, voilà. Et d'y aller au bout, oui. Ça a beaucoup de sens. C'est pour ça que je dis que c'est réussi, parce que voilà, c'est pas un truc, c'est pas une aventure où ils se sont pris au jeu en cours de route en se disant tiens, on a gagné notre poule, bon peut-être que non, ils ont dit en début de saison on va le jouer à fond et on veut le gagner, et ils l'ont gagné. Et ça, je trouve que c'est fort. Et c'est notamment très fort de la part de Franck Azema, qui avait beaucoup de pression, je pense. Je sais pas s'il avait beaucoup de pression de sa hiérarchie, mais je pense qu'il s'en mettait, il est suffisamment pro et tout, il devait s'en mettre lui énormément après ce fiasco de la saison dernière. Et je trouve que c'est sa réussite d'avoir effectivement aussi, comme le disait Arnaud, bien géré son effectif pour jouer sur les deux tableaux et gagner cette compétition qui devient difficile à gagner à partir des quarts de finale. Hein. Avant, ça a été... ils avaient Timi Chouara et je sais pas qui dans la poule, c'était grotesque. Ils ont mis 70 points à tout le monde. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que dans un sens, oui, la saison de Clermont est déjà réussie. Après, champion, pas champion, ça va se jouer sur 2 matchs. Voilà, ce seront forcément des matchs extrêmement difficiles. Il y a Toulouse qui est en pleine bourre, on verra. Mais quoi qu'il en soit, oui, demi-finale de top 14 plus challenge européen, pour moi, c'est réussi. Ouais. Lolo, je me souviens qu'en début de saison, là, quand il passait un peu 50 points à tout le monde, clairement, un joueur avait dit qu'on leur avait manqué de respect parfois, en fait, l'année dernière. Il sait qu'il n'oubliait pas.
Toulouse avait été un peu dans le même cas aussi la saison d'avant où tout avait été raté. Est-ce qu'on peut construire toute une saison sur une saison ratée comme ça? Au moins le début de saison, mais le début de saison, c'est ce qui conditionne toute la suite, quoi. Et je pense que Clermont a très bien démarré, comme avait très bien démarré Toulouse l'an dernier, il y a encore cette saison. Alors ce sentiment de revanche, effectivement, il est prégnant et il permet aux joueurs de se surpasser, de dépasser sûrement leurs limites à un certain moment. Après, pour tenir toute la saison, il faut autre chose qu'un sentiment de revanche. Il faut qu'il y ait quand même une structure de jeu, une philosophie bien établie. Et je pense que Clermont a clairement cette philosophie-là aujourd'hui. Par contre, je rejoins Arnaud. Pour moi, la saison de Clermont n'est pas encore réussie. Elle n'est pas ratée. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas ratée, c'est sûr, parce qu'il y a un titre. C'est une ligne de plus au palmarès. C'est évidemment très important. Après, quand on s'appelle Clermont, qu'on joue le challenge européen, quand on voit les adversaires à côté, bon, effectivement, il y a les Harlequins, Northampton, je crois, enfin 2-3 équipes anglaises de milieu de tableau. C'est pas rien, mais clairement, en début de saison, sur le papier, Clermont était numéro 1 sur le challenge européen. L'objectif, clairement, c'était de gagner. Ils ont eu effectivement, comme disait Clem, le grand mérite de ne pas galvauder cette compétition et d'aller au bout. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils ont vraiment su la prendre par le bon bout et y arriver au bout. Après, la saison de Clermont sera vraiment réussie. Si je pense que s'ils atteignent la finale, et qui confirme un petit peu la place de numéro 2 actuelle de la saison régulière en top 14. Quoi. Ouais. Après, pour revenir sur ce match, il y a quand même la manière est intéressante aussi. Et c'est en cela que je trouve que Clermont a frappé un grand coup, quoi. Ils ont mis 20 points d'écart. Apparemment, j'ai pas vu, mais je l'ai vu qu'il s'était fait beaucoup railler le pot sur les réseaux sociaux. Mais Doumerou a dit ils n'étaient pas beaucoup plus forts que nous, oui. On n'a rien à leur envier. Je sais pas quelle était la formule exacte. Quand même, il faut qu'il revoie un petit peu le match parce que certes. La Rochelle s'est bien battue, a relancé un tout petit peu le suspense à un moment à l'heure de jeu ou un quart d'heure de la fin, mais quand même, Clermont était une tête ou deux au-dessus, il y a 20 points d'écart au final, et c'est en cela que c'est aussi un message envoyé, je pense, vu que c'était une équipe française en face, au top 14 sur la fin de la saison. La Rochelle, comme le disait Arnaud, ils peuvent très bien les retrouver potentiellement en demi-finale, on ne sait pas. Et je pense qu'ils auront pris là un gros ascendant, parce que les deux équipes jouaient grosso modo dans des compositions d'équipes qui sont leurs équipes types, peut-être à 2-3 exceptions près. Donc voilà, Clermont, c'est quand même... Quand on a regardé ce match-là, c'est impressionnant, c'est très très fort et ça aussi, ça va compter, je pense, dans la fin de la saison en top 14. Ils sont avancés un peu masqués, les Clermontois, moi je trouve, cette saison. Et ils sont très bons, ils jouent bien, tout ça. Mais ils ont une chance, c'est Toulouse. Tout le moment de fantasme sur Toulouse, les mecs qui relancent des douches de partout, du parking. Et là, bon, on leur fout une paix royale aux Clermontois. Alors on ne met pas la pression en disant c'est vous qui devez devenir champion. Exactement. Et ils jouent solide, ils se sont endurcis. Ils ont quand même un jeu qui a évolué dans la dureté. Ah ouais. Et moi, ça fait quelques semaines, je me dis, ça va être... je vois une équipe pour contrarier Clermont, franchement. Mais elle est loin d'être qualifiée, c'est Montpellier. Montpellier, ce que disait Magne aussi. C'est Montpellier. Franchement, si Montpellier arrive à se qualifier, ça va être quand même compliqué de l'arrêter. Mais ils ont cette chance, quoi. C'est que les autres saisons... Au mois de novembre, décembre, on était les premiers à écrire partout. Et ça va être le doublé de Clermont. Ils se vautraient d'une façon ou d'une autre. Enfin, vautrer. Tu vas en finale, c'est pas se vautrer. Tu n'as pas rempli le contrat, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on leur fout une paix royale. Je te rejoins à 200%. Et je pense que il peut rien leur arriver de mieux que le Toulouse du moment, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de dureté. Ce qu'a montré le paquet d'avant, toi tu parlais du monstre à 16 pattes, ce qu'a montré le paquet d'avant Clermontois sur ce match-là, il y a évidemment cet essai de Fritzli sur un groupé pénétrant, un maul. Maintenant ils font des pénales-touches à 30 mètres, c'est pratique, hein, tu n'as même plus besoin de les trouver à 5 mètres, tu fais des pénales-touches monstrueux. Bon, ça n'arrivera pas à tous les matchs, hein, ça évidemment, mais au-delà de ça, il y a quand même dans cette équipe, il y a des profils, il y a Fritzli, ils ont une deuxième ligne, Timani, Vahamaina, c'est quand même deux bouchers. Comment il s'appelle, c'est Ouloudia le talonneur quand Kaiser sort, c'est solide. Slimani, enfin bon bref, il y a vraiment un gros 8-2 devant, et je pense qu'en phase finale ça peut embêter du monde. Un petit mot sur la finale de Champions Cup pour ceux qui l'ont vu, les Saracens qui ont battu le Leinster 20-10. T'es impressionné, hein, je crois, Clément, comme leur défense, dite du troupeau de béliers fâchés. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Impressionné Renaud Bourrel.
Ah non, mais clairement, ils ont gagné ce match-là sur la défense. Ils ont gagné un nombre d'impacts incalculable. Et quand on sait qu'en face, c'est le Leinster, dont c'est une des forces, c'est d'autant plus impressionnant. C'était un genre de beauté. Hein. C'était pas le rugby de Clermont, de Toulouse, dont on a pu beaucoup parler ici. Oui, même Renaud avait l'air d'être un peu limite choqué par la brutalité. Renaud, il était au 5e rang. Il nous racontait qu'il était très bien placé en tribune de presse, au 5e rang, presque en bord pelouse, et qu'ils entendaient les impacts le choc, le bruit des impacts, pardon. Et donc c'est un match où, comme on dit, ça a piqué un peu, quoi. mais non, les Saracens très 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 solides. Et Farrell, je le prends dans mon équipe. Hein. Ah oui, tous les jours. Ah oui, tous les jours. Ah oui. Je cherche pas des 10 de 12 ans, 15 ans ou 30 ans, je prends Farrell. Ouais. Qui a quand même ça a bastonné devant, mais lui derrière, il a fait le reste. Il a besoin de pas grand monde. Puis il a le droit de plaquer comme il veut, il prend jamais de carton, donc en plus c'est pratique. Avant de se quitter, Arnaud, tu étais à la Rabine. Hein, Ici c'est la Rabine, oui. Voilà. La semaine prochaine, ce sera les sardines. Bref. Excellent. Tu peux chanter ? Non. Dommage. La Rabine, c'est le stade de Vannes qui s'est qualifié pour une demi de Pro D2 face à Brive dimanche en écrabouillant Mont-de-Marsan. C'est chouette de voir Vannes aux portes du top 14, Arnaud ? Alors, personnellement, moi, ça me m'émeut pas spécialement. Mais par contre, je vais reformuler. Il y a un truc qui est marrant. Ça rappelle le rugby à l'ancienne. Ça jouait à 14h15, presque les 15h de mon enfance et de vous, Tétard. Et tout le monde converge. C'est plein de rues piétonnes. Le stade est en plein centre-ville. Tout le monde converge, s'arrête avec des maillots bleus. Ils discutent. Et t'as vu machin, t'as vu truc. Ouais, lui, il joue pas. Et ça, c'est assez marrant. Et après, il y a une identification. Moi, j'ai du mal, je suis landais. Mais bretonne, très forte. Et rappelle-moi, Mont-de-Marsan, c'est où ? Ah oui, c'est dans les Landes. Ouais, moi, j'ai regardé ça, mais j'avoue que rentrer au son du Bignou, c'est pas un truc qui me ferait frissonner, moi. Mais les mecs qui marchent au pas, qui passent au milieu de 2000 types avec du Bignou, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Ils savent où ils mettent les pieds, ils savent pour qui ils jouent. C'est leur capitaine qui est landais aussi, le Saint-Homme, Boutier, qui disait moi, ça me fait mal aux oreilles, mais il faut surtout pas arrêter ça, quoi. Parce que tu sais où t'es, quoi. Après, moi, je voudrais que toutes les équipes jouent en top 14. Hein. Ça s'appelle le top 183, mais. Non, mais je veux dire, T'es plus gentil qu'il n'y paraît, alors. Non, mais je veux dire, après, il faut pas non plus en faire. Plus que ce n'est. Et puis surtout, Vannes a un meilleur budget, par exemple, que Mont-de-Marsan. Sans être dans les. Non, mais je veux dire, c'est pas un petit poussé. C'est pas le petit poussé qui arrive. Voilà. Ouais. Non, ils sont structurés. Bon, leur stade, il est vieux, mais bon, il est bien placé. Et puis ils ont ils ont quelques bons joueurs. Après, il reste du chemin. Hein. Attention, faut pas trop s'en faire. Ah ouais. Après, il leur reste des matchs à gagner. Et puis après, quand tu fais le match qu'ils ont fait hier. Tu sais jamais si tu peux faire le même, quoi. Là, ils doivent aller gagner à Brive. Ouais. Et après, ils auront 2 chances au grattage. Ouais. Il faudra gagner soit la finale, soit le barrage contre. Mais le barrage, Grenoble. il est à domicile avec les Bignous. Ouais. Le 16e homme. Mais en tout cas, c'est rafraîchissant, c'est sympa. Ah oui, c'est rafraîchissant. Ouais. À Cannes, à Pro D2 à Montluçon. Très vite. C'est rafraîchissant, Montluçon. Ouais, surtout l'hiver. Quelle belle conclusion. Il y a Ibiza, il y a Montluçon. Ça suffit. Tu as assez parlé, Arnaud. On s'arrête là pour cette semaine. Très bien. Il était loquace, Arnaud Requena, aujourd'hui. Oui, très en forme. Vous me posez plein de questions. Merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, Clément Dossin et l'excellent Arnaud Requena. C'est mon anniversaire. Ah, mais c'est pour ça. Eh bien, bon anniversaire. Ah, merci Christelle d'avoir pensé. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles et envoyez vos cadeaux d'anniversaire à Arnaud Requena. Merci. Merci, à la semaine prochaine.